Coupe d'Afrique des Nations de rugby 2014 a donné son coup d'envoi ce jour au stade municipal de Mahamassen. Anjrazwil a offert 10 millions d'alliages aux maquis de Madagascar. Les affairistes font chanter les responsables de l'État actuel. Telle est la raison pour laquelle les noms des trafiquants de bois de rose ne sont pas dévoilés, affirme l'Alliance Vargas. Le cessez-le-feu est prolongé pour 72 heures dans l'est de l'Ukraine. Le président Porochenko a signé hier l'accord d'association avec l'Union européenne, un accord historique dénoncé par Moscou. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous du journal en version française sur Cool TV. Réconciliation, c'est un bon programme. Les questions se posent par contre au niveau de la réalisation. Selon Hugues Radjansson, un enseignant-chercheur, la situation ne permet pas encore une véritable réconciliation. Pour Maxime Ralaï-Séen, aucune mesure n'a encore été prise pour croire au succès. Reportage. Lutte contre la corruption, la volonté de coopérer, réconciliation et écoute, retour à la normale du quotidien ou de la sécurité. Depuis le 25 janvier, jour de l'investiture, ce sont les points récurrents des discours présidentiels. Faute d'un début convaincant de mise en œuvre, il reste au stade de simples promesses selon l'opposition. D'après Guy-Maxime Ralaï-Séen, il existe encore des détenus politiques. La réconciliation nationale aurait dû commencer par l'annonce de leur libération lors des discours présidentielle du 25 et du 26 juin. La politique générale de l'État doit être clarifiée sur la question et les moyens d'y parvenir. Lors de la célébration de la fête nationale ce 26 juin, aucun projet n'a été annoncé par le président de la République, à part les allègements de peine, critique un professeur en sciences politiques. 5 mois ont passé, le président Razon Armapian déclare que les bases ont été établies. Et pourtant, les élections portant élections des maires et des chefs de région maires sont toujours dans l'incertitude. Les lois obsolètes portant sur les collectivités décentralisées ou leur fonctionnement sont toujours bloqués en état. Pire, le grand toilettage de la loi électorale ne connaît aucun signe d'une volonté de prendre leçon sur les dysfonctionnements de l'élection présidentielle ou les législatives. Et pourtant, les députés et les chefs de région n'ont pas encore été élus, ainsi que l'adoption de lois sur les collectivités territoriales décentralisées. À quoi le président fait-il alors référence pour dire que les bases sont établies? Quant à la réconciliation nationale, un enseignant-chercheur déclare que l'on ne peut réussir en 5 ans. D'après Hugues Radjansson, une entreprise de réconciliation nationale devrait au moins prendre 100 ans et la solution n'est pas dans des discussions ou des débats entre quelques individus dans quelques structures officielles. Les chefs d'État qui ont succédé n'ont jamais songé au développement du pays. Voilà le problème clé. Ils doivent demander pardon à tous les malgaches. D'après un enseignant-chercheur, l'allègement de peine accordé par le président et Razon Armapian n'est juste qu'une façade pour séduire les bailleurs de fonds, pour montrer que l'État actuel va vers une réconciliation. Des affairistes font chanter les responsables de l'État actuel. Telle est la raison pour laquelle les noms des trafiquants de bois de rose ne sont pas dévoilés, affirme l'Alliance Vargas. Jusque-là, il n'y a eu que la mise en place du comité interministériel pour remplacer le comité de pilotage, dont on attend encore les résultats.
Voilà maintenant 5 mois que le nouveau président est au pouvoir. Des rondins de bois de rose ont été également saisis dans 5 lieux différents, dont 3 à l'étranger. Les détails. À part ceux au Sri Lanka et au Kenya, 556 autres rondins de bois de rose ont été saisis récemment dans le district de Mananaj. Les grandes déclarations du président de la République malgache depuis son investiture le 25 janvier dernier semblent rester lettre morte. Le comité de pilotage mis en place par la transition n'a enregistré aucun résultat positif, d'où la mise en place d'une nouvelle structure, le comité interministériel. D'après le ministre de l'Environnement, Antelm Ramparan, le comité de pilotage n'a qu'une fonction de coordination, alors que le comité interministériel sera une structure de répression. Il n'y a plus qu'à attendre des résultats. Il se peut que tous les bois saisis font partie des lots du trafic perpétrés sous la transition. C'est pourquoi le gouvernement actuel n'entame pas vraiment des poursuites. Aussi, l'unique solution ne peut être que la stricte application de la loi, affirme l'Alliance Vargas. Une peine allant de 2 à 5 ans d'emprisonnement, Jantrazaka Manaj, directeur de l'Alliance Vargas, affirme que des affairistes menacent des hommes proches du pouvoir et que c'est un aucun nom de trafiquant n'est jusqu'ici divulgué. Jusqu'ici, on ne sait ce qu'on va faire des rondins dernièrement saisis, ni pourquoi aucun nom de présumé trafiquant n'est porté à la connaissance du public. Dans la conjoncture actuelle, des signes tangibles et concrets de bonne gouvernance et de transparence ne peuvent être que tout bénéfice pour l'État. La stabilité politique du pays favorise les investissements, comme un bas de vie sur l'exploitation du nickel. Le nickel raffiné sera le plus grand pourvoyeur de devises étrangères dans le pays, loin devant les produits traditionnels d'exportation comme le textile, la crevette ou même la vanille. Les détails. Avec un apport en devises de plus de 1 milliard de dollars, le nickel modifie définitivement la structure des exportations de Madagascar et à lui seul permettrait à la balance commerciale de se rapprocher de l'équilibre lorsque le cours du nickel bénéficie d'un cycle haussier. Près de 26 000 tonnes de nickel a été exporté l'année 2013. Le but est d'atteindre 20 000 à 25 000 cette année. Le nickel apportera presque 2 fois plus de devises que les autres produits d'exportation. La fin de la crise est forcément une bonne nouvelle pour un bas de vie. Cela voudrait dire pour nous la stabilité et aussi, j'allais dire, un travail normal dans cette exploitation du nickel et du cobalt. Et il va de soi que les retombées économiques pour Madagascar entreront aussi dans une phase tout à fait normale. Voilà donc en un mot les avantages pour une compagnie comme la nôtre avec la fin de la crise politique. Le prix du nickel sur le marché international n'a cessé de baisser ces dernières années. La tonne coûte actuellement 18 000 $ contre 54 000 $ en 2007. Une porte ouverte sur un bas de vie est organisée ce jour jusqu'au 6 juillet à la gare Souaran. Cette deuxième édition permettra de faire connaître toutes les activités d'un bas de vie ainsi que ses retombées économiques. La remise de médailles au corps des armées malgaches et françaises pour la coopération 2013-2014 s'est tenue ce vendredi 27 juin au ministère de la Défense à Païbé. 15 gendarmes et forces armées malgaches terrestres, maritimes et aériennes ont obtenu les médailles de la Défense nationale française, dont 2 en or, 6 en argent et 7 de bronze. On a également octroyé à 37 gendarmes et forces armées françaises une distinction honorifique malgache, dont 400 gradés dans l'Ordre national de la République de Madagascar, les 33 autres dans l'Ordre de mérite de Madagascar. Dans son discours, le général Dominique Rakouzaf, ministre de la Défense, déclare que cette remise de médaille est le symbole de la confiance et de la fraternité entre les deux forces armées pour pérenniser la collaboration. D'un autre côté, le général Jean-François Odegaard, commandant des forces armées de la zone sud-ouest de l'océan Indien, a souligné que les collaborations sont aujourd'hui palpables puisque 2500 militaires malgaches ont bénéficié des formations dans l'armée française, dont 30 détachements d'instruction opérationnelle et les 30 autres en instruction technique. La Coupe d'Afrique des Nations 2014 pour les éliminatoires Coupe du Monde 2015 de rugby a donné son coup d'envoi ce jour au stade municipal de Mahamasn. Le premier match Kenya-Namibie avec des scores respectifs de 29-22, Zimbabwe-Madagascar de 57-22. Les maquis de Madagascar devront faire beaucoup d'efforts afin de participer à la Coupe du Monde 2015 de rugby en Angleterre.
Ange Razuel est venu par surprise au stade pour soutenir les maquis de Madagascar et leur a offert 10 millions d'ariary. C'est prouvé scientifiquement, jouer aux échecs peut nous protéger contre la maladie d'Alzheimer. Le jeu d'échecs fait partie des exercices cérébraux. Le championnat régional d'Analamangue des jeux d'échecs a donné son coup d'envoi hier à l'hôtel de ville d'Antananarivo avec 80 participants. Le jeu d'échecs, tout comme le fanourne, est un jeu de stratégie permettant de bien exercer le cerveau. Reportage. 35,6 millions dans le monde est atteint de la maladie de l'Alzheimer. 500 d'entre eux sont malgaches. Il est alors important de prendre soin de notre cerveau. Il existe plusieurs exercices afin d'entretenir le cerveau, explique ce médecin, y compris le fait de jouer au jeu d'échecs, qui a déjà été prouvé scientifiquement qu'il protège le cerveau humain contre la maladie d'Alzheimer ou la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. À propos de cet entretien du cerveau, premièrement, on a besoin d'un sommeil suffisant. Donc, a priori, de 8 à 12 heures. Par contre, chez les personnes âgées, c'est un peu court le sommeil, entre 5 et 6 heures. Après le sommeil, on doit éviter tout ce qui est nuisible au cerveau. Donc, il y a l'alcool, le tabac, la pollution. Enfin, il faut exercer le cerveau aux activités courantes. C'est là que le jeu d'échecs intervient. Jusque-là, le jeu d'échecs commence à perdre son caractère élitiste et à se vulgariser. Seuls 8% des Malgaches connaissent le jeu d'échecs et moins d'1% y ont joué. Ce jeu aide à savoir gérer le temps. Ces joueurs aiment parler de tous les bienfaits que le jeu d'échecs leur ont procurés, notamment la gestion du temps et du travail ou le développement de la capacité à comprendre. Le championnat de la région Analamangue se terminera demain. 80 joueurs de 9 à 65 ans y ont participé. Certains participeront aux Olympiades de Norvège du 1er au 14 août prochain. Et place aux actualités internationales concernant la démission. Des sanctions contre Moscou pourraient avoir des conséquences sur la Russie. C'est ce qu'a déclaré ce matin le ministre russe de l'économie. L'Union européenne a fixé un ultimatum à Moscou. Les dirigeants européens, lui, ont donné 3 jours pour engager des actions concrètes d'apaisement dans l'est de l'Ukraine. De son côté, le président Porochenko a prolongé de 72 heures le cessez-le-feu. Reportage de France 24. Ici, les restes d'un véhicule blindé. Plus loin, un autre n'a pas fini de brûler. Une scène de guerre tout près d'un checkpoint à Kramatorsk est la preuve par l'image pour l'armée ukrainienne que le cessez-le-feu est constamment violé depuis une semaine par l'autre camp. 4 soldats de Kiev auraient été tués dans cette embuscade. Malgré des tensions sur le terrain, le président Porochenko joue la carte de l'apaisement en prolongeant le cessez-le-feu de 72 heures, soit jusqu'à lundi 10 heures. Pour le Premier ministre autoproclamé de la République de Donetsk, la proposition est acceptée. Le cessez-le-feu a eu jusqu'à présent très peu de succès. L'incendie n'a pas été éteint, mais il a servi pour poursuivre le dialogue. Par conséquent, nous confirmons l'extension du cessez-le-feu pour la même durée. Une trêve prolongée, saluée aussi ces dernières heures par le chef du mouvement séparatiste Sud-Est. Mais ici, on se veut méfiant. Nous pensons évidemment que le cessez-le-feu doit être prolongé, mais il doit l'être non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Des couloirs humanitaires doivent être créés. Tôt ou tard, cela fera partie des conditions préalables à toute négociation. Un cessez-le-feu qui n'a pas mis fin à l'exode des civils. Le pays compte désormais, selon l'ONU, plus de 54 000 déplacés, majoritairement des régions de l'Est et de Crimée. Depuis le début de l'année, 110 000 ont préféré fuir vers la Russie. Et puis, nouvelle arrivée à la démission d'Hélène Costa, première femme à entraîner une équipe professionnelle masculine de foot. Les raisons de son départ, l'amateurisme du club, mais aussi des soupçons de sexisme. Reportage. Helena Costa tourne le dos au Clermont Foot et c'est sur Facebook qu'elle a brisé le silence mardi dernier. Quelques lignes où elle règle ses comptes. Mon départ vient d'une conjonction de facteurs que personne n'aurait pu accepter.
Tout cela révèle un manque total de respect et un amateurisme du club. Il est inadmissible qu'un entraîneur apprenne le recrutement de joueurs par le secrétariat via une liste de joueurs soumis à des tests médicaux. Problème de recrutement, matchs amicaux programmés sans qu'elle en soit informée. Elena Costa rajoute que le directeur sportif Olivier Chavagnon tardait à répondre à ses messages et ses mails. Elle s'est donc adressée au président du club, Claude Michy, pour régler le différend. Là encore, aucune réponse. L'ancien sélectionneur de l'équipe de l'Iran et du Qatar a donc tranché. Mardi, en conférence de presse, elle a jeté l'éponge avant même d'avoir commencé. À ce moment-là, elle refusait encore de dire pourquoi. Le président sait exactement quel est le problème. C'est l'unique personne avec laquelle je voulais vraiment discuter. C'est tout. Et c'est là tout le problème. Claude Michy, l'air dépité, prétend ne pas comprendre la décision d'Elena Costa. Elle part avec son secret, entre guillemets. Le président tente ensuite de relativiser et s'aventure sur le terrain sinueux de l'incompréhension des sexes. C'est une femme. Une femme peut faire croire aux hommes un certain nombre de choses. Moi, j'ai cru. Comme je l'ai dit aux joueurs, ce n'est pas la première fois qu'un homme est abandonné par une femme. Donc je suis à égalité avec beaucoup et ce n'est pas un cas d'espèce. Des paroles sexistes. Les internautes n'ont pas tardé à s'enflammer sur Twitter. Propos machistes, précurseurs de la misogynie, entre autres. Elena Costa ne sera donc pas la première femme au monde à entraîner des joueurs professionnels. Le club est désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur. 45 candidats se sont déjà manifestés. Aucune femme pour l'instant. Et puis restez avec nous tout de suite après le magazine de la rédaction à la ligne avec Zoura Koutenjin portant cette fois-ci sur un sujet culturel, le musée et archéologie. Suivez la Team Mondiale 2014. C'était le journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.